Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct du théâtre de Laval dans le cadre du festival du premier roman et des littératures contemporaines. Nous vous proposons un grand entretien avec l'écrivain Velibor Čelić qu'on a intitulé Parcours d'un écrivain en exil. Velibor Čelić est né en Bosnie, c'est la porte à côté, vous le savez bien. Il a fait des études de littérature à Sarajevo et Zagreb. Et il est arrivé en France en 1992. Il a écrit nombre de romans, des nouvelles, des récits. Et parmi ces romans, je citerai Perdido, au serpent à plumes, en 2004, Archange, euh, Jésus et Tito, Sarajevo Omnibus, qui est paru chez Gallimard en 2012 et qu'il a écrit lorsqu'il était en résidence ici à Laval, me semble-t-il. Ederlésie, Manuel d'exil, le livre des départs, qui vient de sortir aux éditions Gallimard en 2020, dont nous allons en discuter avec lui pour parler plus largement de la question de l'exil. Donc, parcours d'un écrivain en exil. Et tu as dit dans une interview cette phrase que je cite: un exilé est un homme qui est plus ou moins mort quelque part. C'est dur. Pourquoi? Bonjour, merci mon ami Yahya. Merci au festival de m'avoir invité pour notre situation un petit peu particulière, mais on est là, on est vivant, on fait coucou, donc c'est très important. Oui, l'exil, selon moi, c'est toujours une défaite. D'où l'ironie, j'essaye un petit peu de dramatiser mon exil. J'oserais jamais toucher l'exil des autres. Avec ces sous-titres, comment réussir son exil, c'est l'ironie salvatrice, sinon, voilà, comme si je disais comment réussir ses maladies, comment réussir son divorce. L'exil politique, je ne parlerai jamais sur l'exil intérieur, l'homme qui s'enferme dans son château pour écrire un roman, pour moi, ça s'appelle. L'exil politique, c'est déracinement. L'exil que j'ai vécu, c'est une sorte de violence ultime d'effacement de l'homme. Je n'oublierai jamais 22 août 1992, que je pose pour la première fois mon pauvre sac yougoslave à la gare de Rennes. Ne me demandez pas pourquoi Rennes, sauf qui peut. Et je me sentis complètement dénudé, complètement effacé. Tout ce que j'étais avant, grande, beau, modeste, bronzé, talentueux, frère, cousin, tout ça c'était compressé, comme la sculpture de César, vous voyez, compressé à un seul mot, réfugié, émigré, exilé. C'est la perte de l'humanité, c'est la perte du visage, c'est la perte même de la verticalité. Je répète, je me suis senti effrayé comme un tout petit animal chassé. Et ma réussite de l'exil, c'était la quête de verticalité de l'homme entre l'animal effrayé et verticalité de l'homme. Et cet ongle animal, avec tout le respect pour l'animal, et l'homme, avec tout non-respect pour l'homme, pour moi, c'était rempli par la belle langue française et la littérature française. Mais, enfin, c'est très dur, cet effacement de l'homme. Et tu le dis, tu l'explicites un peu mieux, tu dis que avec cette métaphore de se redresser, de la verticalité, tu dis aussi l'exil est rarement une question de présence. Donc, quand on s'exile, on est absent à soi-même. Oui, à bientôt, ça va faire 30 ans que je suis en France. Et l'exil, c'est une sorte d'état de proximité, c'est-à-dire assez souvent, maintenant un peu moins, mais assez souvent, on me demande ni bonjour, ni comment ça va, ni comment Covid. On me demande directement d'où tu viens. Salut,
je commence à parler d'où tu viens. Alors je dis toujours, l'exil, il est bipolaire. C'est question de départ, de quelque part, de la patrie, et retrouver un pays. Et parfois je réponds, bah non, je suis pas parti, je suis resté. Pour moi, l'exil, c'est toujours la question de quelqu'un qui reste. Quelqu'un qui n'est pas invité, qui vient dessous de l'Europe où le hôte est un dieu, qui n'est pas invité quelque part, qui reste. Donc on pose le bagage, on pose le bagage dans le multiple de choses d'un nouveau pays, dans la langue, dans la culture, dans l'espace. L'extrême droite souvent parle de l'espace que je prends comme l'homme et je dis oui, c'est vrai, l'exil c'est aussi le physique. Pourquoi c'est vérifiable dans mes livres, vous pouvez voir, je parle beaucoup de l'exilé de Vellivoort qui transpire, qui grossit, qui change les chemises, qui devient XXXXL, puis qui maigrit, qui change de coiffure, parce que l'exil est aussi très très physique. Moi, je senti ça comme une sorte de gifle humiliant et forte en plein gueule. Voilà l'exil pour moi, absence, présence à la fois, perte de la patrie. Et je dis toujours, peut-être la formule elle est jolie, pourquoi pas le partager. L'exil, c'est perdre la patrie et retrouver le pays. J'ai perdu à jamais, hélas, ma patrie bosnienne, mais je trouvais pour toujours, et Dieu merci, mon nouveau pays, la France. Voilà, on est quelque part par ici. Tu parlais de bagages et de l'exilé tout à l'heure, tu utilisais ce mot de bagage, et en fait, ces bagages, ce sont des ombres. Oui, les bagages des ombres, parfois j'utilise, peut-être c'est un peu triste, mais l'exil c'est ça aussi. L'exil a l'addition d'ombres, voilà le monde qui n'existe pas. Je dis ma génération, donc je suis né en 64 en Yougoslavie, qui est un pays qui est disparu. Et on sait dans quelle tragédie. On a eu le privilège d'assister, je dis toujours, à la fin du communisme et au crépuscule du capitalisme. Voilà. Il y a plein de choses, plein de choses qui sont achevées avec nous. Récemment, 18 mars 2021, j'ai eu, ah non, j'ai pas ici mes papiers. J'ai acquis, j'ai gagné, comme vous voulez, la nationalité française. Et à la préfecture de Strasbourg, j'habite. Il faut pour énième fois changer le carte. Donc je donne mon carte de séjour de réfugié, que j'ai portée pendant presque 30 ans. Elle me donne la carte d'identité française. Si je donne mon passeport de réfugié, elle me donne le vrai passeport français, avec la vraie Marianne comme ça. Et la femme qui est au guichet fait son travail. Hyper efficace, vive l'Alsacien. Et moi, j'ai pas le temps, j'ai fait dire, madame, donnez-moi 3 minutes à digérer encore une fois ça. Donnez-moi 30 minutes, donnez-moi, c'est ma vie qui change. Mais ça se passait tellement vite, donc voilà la réussite, voilà le changement comme ça. Et je quitte la préfecture, la petite mairie de centre-ville de Strasbourg, je regarde, et je dis, voilà, pour la France. Je donnais les choses les plus précieuses que j'ai, ma langue maternelle et mon passeport yougoslave. En revanche, j'aurais reçu la langue française et le passeport français. Finalement, je suis peut-être gagnant. On verra après. Mais voilà. Donc, et mon monde, Jurassic Park yougoslave communiste, bien évidemment qu'il est disparu comme ça, irrépressablement dans le repas de dimanche de Pâques, manque pour toujours maman, père et mon frère, qui sont plus là. Et le manque l'odeur, le soleil, le sud, les anciennes mosquées, les synagogues bosniennes.
J'ai récupéré la cathédrale de Strasbourg, en revanche, peut-être Notre-Dame et la Mayenne, par exemple, en Bretagne. Donc voilà, j'ai essayé de relativiser parce que l'exil, c'est effacement, c'est perte perte de l'humain, perte de visage. Je me suis senti comme le dessin inachevé d'un enfant. L'enfant qui fait la tête, peut-être les oreilles. Il manque les yeux, le nez, la bouche, comme ça. Et c'est ça mon combat. Et c'était ça, et c'est toujours ça, ma lutte pour retrouver la verticalité de Homo erectus. Tu as évoqué la langue française, précisément, qui a joué un rôle parce que c'est cette langue française t'a protégé, tu dis, t'a dédouané de tes peurs et de tes douleurs. C'est cette langue qui a permis de retrouver la verticalité, peut-être. Après la longue et rocambolesque apprentissage de cette belle langue française, il faut dire que dans l'Europe du Sud-Est, où je suis d'origine, comme vous avez compris, la littérature française existe, mais en traduction. Donc chaque fois qu'on attend le vieux académicien qui pleure sur le destin de la littérature française, non, c'est pas vrai. On a lu, et j'ai aimé beaucoup, et Camus, et Verlaine, et le Victor Hugo, puisqu'ils étaient traduits, mais la langue, hélas, n'existe pas. Ça, c'est l'espace un peu russophone à l'Est, et l'espace germanophone, parce qu'on apprend allemand, parce qu'il faut aller bosser. Donc j'arrive, et j'ai dans mon bagage, avec 3 mots en français, Jean-Paul Sartre. Il fallait apprendre cette langue, et ça c'était le gifle encore plus chaud que le premier, c'est-à-dire j'étais déjà écrivain, j'étais une petite mini-star de la radio yougoslave, j'ai animé l'émission comme ça, j'étais connu comme ça, et on se retrouve illettré. Et l'homme qui n'arrive pas à comprendre et qui n'arrive pas à se faire comprendre, vite fait, il glisse dans la position de con, de stupide. Et j'ai toujours, j'oublierai jamais, même les gens bien attentionnés comme chantent, Georges Brassens, les petites dames de Caritas. Oui, à l'époque, je disais, je m'habillais chez Abbé de Pierre, grande marque, Emmaüs. Et ça, une petite parenthèse, ça c'était le fait, l'idée, pourquoi faire le clown avec ça, parce que je porte chemise triple XL. Et ils n'avaient pas chez Emmaüs. Donc ils ont trouvé, les petites dames, une chemise, j'oublie jamais, avec un énorme perroquet, comme ça, XXL. Et j'avais les chaussures jaunes. Et dans la période la plus triste de ma vie, j'étais clown. Et elles, les petites dames, me vexaient sans savoir, parce qu'avec un étranger, on parle très fort et pas en phrase complète. Donc on habillait comme ça avec le perroquet et le machin, j'arrive. Et elle voulait me donner manger, chanson d'Auvergnat, voilà Brassens. Elle disait, toi, manger, bon, toi, je vais dire, madame, je ne suis pas sourd, je suis juste étranger. Et le cheminement long, 100 fois tomber, comme dit un proverbe tzigane, la vie c'est 100 fois tomber, 101 fois se relever, comme ça. Et je vais le saut dans le temps, j'ai écrit comme ça, en 2014, j'ai eu un prix de l'Académie française pour le rayonnement de la langue et la littérature française. Et j'ai dit, pour une fois, les immortels pensent en survivant. Et je vais et je dis, est-ce que je le retends comme le César, dire merci, mon oncle, merci comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je vais raconter cette histoire d'apprentissage de pauvres réfugiés ou non? Je me dis finalement qui achète le livre s'il s'intéresse. Donc la langue française, je dis toujours, j'espère qu'il n'y aura pas le malentendu, j'ai la chance d'être européen et blanc comme réfugié, donc réfugié invisible. Tout se passait dans la langue. Dès que je commençais à parler, on me dit, ah, accent, ah, d'où tu viens, ah, comme ça. Donc tout se passait dans la langue française. Et comme j'avais une ambition folle et basée sur rien de devenir écrivain française, vous pouvez imaginer un paquet anecdotes et 3 millions de malentendus et de lapins et le pain et des choses comme ça, 2 baguettes, 3 baguettes. Et
etc., etc. Donc voilà la langue française. La langue française, c'était d'abord une sorte de quête de l'humain, puis une béquille, et maintenant, c'est ma langue de l'écrivain. Je dis toujours, si nos amis qui n'aiment pas trop les étrangers arrivent au pouvoir et s'ils me virent, je prends mon petit ordi, je vais vivre à Oslo et je prends, désolé Madame Le Pen, je prends avec moi ma langue française. Personne, aucune chance, ne pourra plus jamais me ôter ma langue française. Ce sont des grandes victoires de nous émigrer, parce que dans ce monde-là, d'où je viens, où j'étais moitié SDF, j'appelais ça, pour adoucir, PDF, plusieurs domiciles fixes, ou QDF, quelques domiciles fixes, il n'y aura jamais les petites victoires, toutes les victoires sont grandes. Toutes les victoires sont grandes. Mais dans ce texte, tu parles de langue française, de ce qu'elle a fait pour toi, de ce qu'elle est pour toi, qui est ta langue aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de bouleversant que tu dis à la fin. Pas la fin du roman, il faut le lire, le roman. Mais à un moment donné, tu dis quelque chose de totalement bouleversant. Tu dis, je cite, « Je rêve d'une langue maternelle ». Cette langue maternelle que tu as donnée en t'exilant, tu l'as offerte et tu as reçu la langue française. Maintenant, tu rêves d'une langue maternelle. Oui, j'imagine une trilogie sur l'exil. Donc il y a Manuel d'exil, apprentissage, livre Le départ où je suis déjà. Et troisième que j'arrive très mal à situer dans la langue. Je me suis rendu compte que mes souvenirs d'avant, c'est-à-dire la guerre en Bosnie, mes souvenirs ne parlent pas la langue française. C'est l'ultime degré de schizophrénie. D'ailleurs, j'ai le titre « La mémoire parle une langue étrangère ». Donc, j'ai gros problème. Donc, pour la première fois, je dois m'auto-traduire. Donc, situation avant l'exil reste figée dans la langue. Et le tragédie, disons, même si je prends ça avec distance, souhaitable, tragédie est peut-être là, que ces souvenirs-là restent dans la langue natale, ou la langue maternelle. Maintenant que je vais parfois en Bosnie, en Croatie ou dans l'espace yougoslave, il faut au moins 24 heures d'adaptation dans la langue maternelle. Chez nous, on parle très fort au même moment. Donc, je suis devenu un homme calme. Les copains me disent, tu parles vraiment, tu n'es pas comme chez nous. Je me rappelle l'épisode à l'ambassade de France, mais à Sarajevo, que je travaille un petit peu avec étudiants francophones, tout comme ça. Et je croise un ami qui est journaliste qui m'a dit, c'est toi, ouais, c'est quoi, à Sarajevo. On va tout de suite premier bistrot, on prend beaucoup d'orangina comme on fait dans le pays là. C'est interdit l'alcool, n'est-ce pas? On prend beaucoup d'orangina comme ça. Et je me suis dit dans ma petite tête, si vous permettez cette métaphore, waouh, ouf, enfin, tu es avec ton copain dans ton pays et tu parles ta langue maternelle. À un moment, Sénat des appels m'a dit, viens, attends. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, comment tu parles? Quoi? Il m'a dit, tu as un accent. Et en rentrant chez moi à l'époque, en Bretagne, je me suis dit, voilà une des définitions. Pas que une des définitions d'étranger, c'est d'avoir accent partout, y compris chez soi. Tu parles, dans ce roman, tu parles de choses très très sérieuses, de cet exil et tout ça, mais constamment avec humour, constamment prendre les choses à la rigolade, plus que la rigolade, mais vraiment à la dérision presque. Obligé, sinon, je dis le bagage fonctionnel que je ramenais en France, il était très très light. Il y avait quelques chemises, je dis ou demi-chemise, pour moi chemise avec manches courtes, c'est comme ça. Et le bagage, appelons ça métaphysique, très lourd, quoi. La guerre, le soldat, on a perdu, la mort, le machin, comme ça. Donc je dis, s'il n'y a pas cet airbag, c'est pas distance d'humour. Et d'ailleurs, je suis comme ça, mais j'étais même avant l'exil, disons, drôle.
s'il n'y a pas ce distance, c'est terrible comme ça. Et peut-être c'est une des spécialités de la littérature yougoslave et slave, plus précisément. Je rappelle toujours les pages de Grande Milan Kundera. Prix Nobel, on donne tout à n'importe qui, quoi. Joseph Roth, voilà. Grande Milan Kundera, il embrasse, le bonhomme qui embrasse sa copine sur le pont Charles à Prague. Tu dis, là, les petits chérubins commencent à tomber, il l'embrasse comme ça. Et en bec grand, derrière, on attend le char d'armée soviétique qui entre à Prague. Cette proximité tragique et comique, slave, dans l'exagération, dans l'exubération, c'est dans ma nature. Et j'essaie, je dis, et comme je parle de mon histoire, j'essaie de dédramatiser l'exil. J'essaie, voilà, toujours regarder et peser comme l'écrivain et comme l'homme, où on gagne, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on fait, comme ça, pour redonner de l'espoir. J'ai eu quelques réclamations de lecteurs à m'écrire tout en majuscule comme ça sur le Messenger Facebook, remboursé, parce que le manuel d'exil 35 lections, remboursé, j'ai rien appris. Et Notre-Dame qui m'a écrit, d'accord, et nous, qui ne sommes pas les écrivains, les intellectuels, ça ne nous sert à rien. Donc, littérature, il essaie, mais je dis, si je donnais un petit peu l'espoir, comme ça, les gens qui m'écrivent plein de choses, qui sont reconnus, comme ça, je suis d'origine slave, je suis d'origine de Maghreb, comme ça. Donc, ça donne une sorte de maternité, de sentimentale, fraternité, pardon. Sentimentale entre nous, les réfugiés étrangers de tout le monde, de Buenos Aires, comme le livre est traduit de Buenos Aires jusqu'à Sicile, de Moscou, juste comme ça, une sorte où les gens se reconnaissent. Et ce Veli Borčolis, qui est personnage principal de ces aventures, qui est beaucoup clown, qui est triste, qui est physique, qui transpire, qui est ivre, juste de simple fait parce que, comme je disais à l'époque, dans un amour complètement raté, mademoiselle, oui, je suis réfugié, mais je peux tomber, c'est pas interdit de tomber amoureux. Donc je lui donne la maladie et je vais essayer de continuer la troisième partie de cette trilogie dans le même niveau, tout en gardant mes références, comme je dis toujours, philosophiques. Je me déclare depuis toujours philosophe marxiste. Tendance Groucho Marx, bien évidemment. Donc, je suis marxiste. J'essaie de redonner les petites miettes d'espoir, d'amour, pourquoi pas de drôlerie, dans les situations graves. On sait qu'il y a eu beaucoup de blagues dans le ghetto de Varsovie, on sait qu'il y a eu beaucoup de blagues pendant le siège de Sarajevo. Il y avait beaucoup de blagues, de gens désespérés, mais ô combien drôles, parce que cette drôlerie, cette regard pétillante nous approche au maximum de l'humain qui nous sommes, j'espère. L'exil, donner une langue, recevoir une autre, cette langue qui protège, oui, cet axe, l'exil continue même quand on retourne dans la patrie et qu'on vous trouve un accent. La recherche, quand même, le rêve de retrouver la langue maternelle. Et l'exil continue constamment. Même après, quand tu es là-bas, tu dis, je suis arrivé en Croatie pour remplir le vide. Ce froid métaphysique qui m'habite depuis les premiers jours de mon exil. Ce froid qui habite l'exilé. Même quand il revient, il est venu pour calmer ce froid. Est-ce qu'il le calme ou pas? Ça c'est un de rares, c'est pas l'unique manifestation, je parle comme pour moi, d'exil qui m'a tenu pendant de longues années. J'appelle ça le froid métaphysique, une sorte de froid qui brûle. Comme j'ai lu après qu'il y a une sorte d'azote liquide à -100, je ne sais pas combien de degrés, qui peut faire des brûlures comme ça. Donc c'est une sorte de froid
qui brûle à l'intérieur. Par exemple, tout bêtement, pendant des années, maintenant je touche le bois, j'ai plus ça, de simplifier de prendre le métro parisien où je dormis quelquefois. D'ailleurs, merci à RATP. À l'époque, les bons RATP, ils étaient un petit peu comme ça. Donc, dès qu'on posait, hop, on tombait. Donc, à un moment, j'ai dormi sous le... j'étais saisi par une sorte, j'appelle ça froid métaphysique, mais je ne sais pas comment expliquer autrement. C'est peut-être grave pour l'écran. J'étais saisi par le froid. Même je traversais de Gare de l'Est à Montparnasse pour aller aux vacances ou à Marseille, comme ça. J'étais saisi, mais physiquement, par le froid métaphysique de l'intérieur. Donc, mes premiers voyages en Croatie, c'était interdit la Bosnie natale quand je suis réfugié politique. Une autre option d'armée républicaine. Je ris un peu, voilà. Perdu la guerre comme ça. J'essaie de remplir par le chaleur, par le soleil du sud, par la cuisine de ma tante, paix à son âme, par la littérature comme ça. Et c'est de longues années après, ça s'est un peu estompé. Prenons encore les métaphores, c'est permis, nous sommes les littéraires. C'était ce froid métaphysique, une énorme montagne. Puis un rocher, puis un caillou, et maintenant c'est un point noir qui restera jamais dans mon cœur, parce qu'on a perdu. Les regrets sont énormes, et la défaite en Bosnie, c'est pas la défaite d'une armée ou d'une option, c'était la défaite de l'humanité. De défaite de force, appelons ça force, même si on était très mal organisé, de gens qui voulaient partager, qui voulaient vivre ensemble. Je dis, il n'y avait rien à inventer, ni sur l'islam, ni sur le judaïsme, ni sur l'orthodoxe, ni sur l'athéisme, comme ça. Il fallait juste continuer. Et le Česlav Miloš, il me semble, grand poète, qui a écrit à l'époque, chaque grenade qui tombe, chaque obus qui tombe sur Sarajevo, il ne tombe pas sur une ville, sur une mosquée, sur une bibliothèque, il tombe au cœur même de l'Europe. Hélas, les décennies après, les situations qu'on a me donnent le droit, donc j'ai une sorte de jubilance, mettons ça entre guillemets, de l'homme vaincu, et une sorte de lucidité de l'homme qui a vécu l'enfer, et je mets tout en marche, tout mon modeste talent et mes forces de l'homme pour empêcher que mon nouveau pays, la France, ne sombre dans cette folie-là. Qui est comme disait Simone Wiesenthal, à l'époque, la peau de civilisation est très fragile. Une petite blessure et tout en sort. Et ce beau pays qui est la France, bien évidemment, avec succession de problèmes, pandémie, n'est pas à l'abri. Mais on est là. On ne laisse pas faire. Oui, avec les blessures que nous portons, avec la fragilité qui caractérise tout être, donc porter ce pays qui reçoit quand même. Oui, bien sûr. Parce que ce froid qui a habité le personnage Čolić, ce froid métaphysique est tombé un jour, précisément dans cette cérémonie que tu racontes du prix, du rayonnement de la langue et de la littérature française. Et c'est là que tombe ce froid, et tu dis, plus jamais la pluie têtue, glaciale de novembre qui arrose mon corps perdu, parmi tant d'autres sur le chemin de Pigalle, finit l'ombre, à moi la lumière, je souris. C'est la renaissance d'un homme. Oui, la renaissance de l'homme. Disons que le malheur chez moi, la tristesse, prenait la forme d'un mot, des mots, je suis écrivain. Et il dit toute l'histoire de renaissance d'un homme, retrouver la lumière, c'était que ce mot trouve son oreille.
Je dis toujours le mot prononcé est rien. Le mot prononcé prend toujours forme l'oreille qui l'écoute. Et je dis, c'est l'inscrire dans l'exil. Pour moi, c'était l'écrire. Je dis, le mot prononcé égale l'oreille, et le mot écrit égale l'éternité. C'est ça où je dois m'inscrire pour continuer de vivre, même si ça peut paraître maintenant un peu, comme on dit, gonflé. J'ai aucune idée, c'est complètement instinctif, pourquoi je voulais à tout prix, ça passe ou ça casse, comment dire, devenir écrivain français. Je rappelle toujours, je me baladais dans la ville, moi qu'un rien, même pas sans papier ni rien. Je regardais les très belles librairies, je regardais les très belles éditions. Je disais, bah, je vais faire là, la Blanche Gallimard. Tout le monde disait, ouais, doucement. Tu vas pas apprendre à parler comme ça. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça va dire un groupe de personnes qui aiment mon livre, comme le groupe de académiciens? Ça veut dire justement ça, donner l'oreille à ces mots semés comme ça d'un réfugié, d'un exilé qui se trouvait tout seul, moins que rien, devant l'énorme montagne qui est ô combien belle et ô combien difficile la langue française pour nous, les Slaves. J'ai regardé les livres, je dis, c'est pas sérieux, le machin. Et dans les premières années, pour finir, dans les premières années de mon exil, je n'oublierai jamais deux dates. 5 mai 93, où est mon petit carnet de soldats, les Bosniaques, qui est sorti en français. Et plusieurs mois plus tard, où je referme mon roman préféré, L'étranger de Camus, et je me suis dit, waouh, tu as réussi de lire L'étranger en version originale. Ça, c'est la première prémisse de sourire et première prémisse de réchauffement climatique dans mon âme de réfugié. Voilà, toujours la langue, toujours la littérature, c'est comme ça, avec tout le respect, bien évidemment, de tous les métiers au monde, y compris le plus ancien. Réchauffement climatique aussi fait de rencontres féminines. Les femmes ont un rôle, des amours qui ont aidé l'exilé. En tout cas, le personnage Tcholic qui est là, dans le roman. Oui, les femmes, je dis toujours les femmes, c'est la moitié pour moi, moitié de l'autre moitié de l'humanité plus intéressant et plus intelligent comme ça. Donc si on réussit avec une femme, on a réussi avec l'humanité. Et si on n'a pas réussi comme ça. Et les femmes, c'est les preuves que peut-être j'exagère. Une fois à Marseille, dans le lycée, on m'a dit, bravo monsieur, vous pouvez pas nous dire comment on pécho maintenant? Mais je dis non, je ne sais rien, je suis écrivain. Je dis ça c'est l'avantage de l'écrivain comme ça. Ça fait partie ça fait partie de vie. Un critique qu'il a écrit sur mes livres, il dit c'est une sorte de passion fautive comme ça qui passe comme ça. Mais en tout cas, l'énorme soutien est une des clés d'apprentissage pour moi de la langue française, parce que l'apprentissage de la langue française pour les adultes illettrés en France, c'est la catastrophe. Je donne toujours l'exemple, je n'oublierai jamais, et je suis resté en contact avec ma première et unique seule prof de français, Ninoc, qui est maintenant à la retraite, au foyer de demandeurs d'asile à Rennes. On apprenait, donc on a rassemblé, je dis pour la première fois, je vois le géopolitique de malheur, le misère du monde qui se donne rendez-vous, fin d'été de 92, quelques Kosovars, Éthiopie, chrétiens irakiens, ça je me rappelle, purification ethnique de Saddam Hussein, comme ça. Et premier jour, on apprend une phrase très complexe et très importante. Où est la poste? Elle nous disait Nino, qui nous ont répété, où est la poste?
Mardi, où est la poste? Mercredi, où est la poste? À un moment, je parle anglais, je dis, madame, on va aller plus loin. Elle m'a dit, ah, il faut que tout le monde avance au même niveau et au même rythme. Je regarde, je dis, j'ai pas le temps. Heureusement, il y avait une folle fille qui tombait amoureusement et qui m'a aidé. Donc la langue, plus sérieusement, la langue de petit déjeuner est décisive dans l'apprentissage. La langue que tu parles au petit déjeuner avec ton petit pain et ton petit machin au chocolat est très important. Je suis entouré de la langue française dès le départ et même en périphérique, j'appelle ça de cercle. Premier cercle, tu parles comme tu peux avec ta copine. Deuxième cercle, c'est le gens autour de toi parlent la langue française. Et ça va jusqu'à le quatrième, cinquième cercle que le voisin de l'autre immeuble écoute France Inter et c'est la langue française. Donc tous les niveaux de conscience, tous les niveaux de ta vie, de petit matin jusqu'à le soir, est rempli par l'écho, par les mots de la langue française. Et comme je me vante parfois, je dis j'ai une mémoire photogénique. Je prends le dictionnaire, la pomme, et pour moi c'est la pomme. Donc je maîtrise ma langue française. J'imagine le dicter, ce ne sera pas très glorieux, mais voilà l'apprentissage de la langue. Merci qui? Merci les femmes, merci de la vie et merci peut-être ma vie de bohème, mais on est comme on est. Maintenant, je suis sage. Une vie de bohème. Mais en tout cas, le parcours de l'écrivain exilé, de l'exilé et de l'écrivain exilé est long, dur, difficile, plein d'ombre. Et grâce à cette langue, grâce au travail de la littérature, cet homme, Čolić, dans ce roman, rencontre un jeune homme qui lui dit « Je suis breton ». Et Čolić répond « C'est peut-être ça ce que tu veux dire par réussite ». Il dit « Moi aussi, mais j'ai arrêté de boire ». Oui, possible. Oui, ouais, mais je suis un de rares qui, je pense... C'est toujours cet humour, cette dérision quand tu racontes l'exil. C'est très important. Oui. On a fini. Non. C'est très important pour moi. Il y a une belle histoire qui est courte, je vais raconter comment on arrive à la fin. Comment voir les choses tragiques. C'est Ernesto Sabato, grand écrivain argentin, invité à Genève en Suisse. On est en pleine vague littérature hispano-américaine, réalisme magique, tout ça, plein de journalistes. Et un journaliste qui dit, Monsieur Sabato, comment ça se fait que vous, là-bas, Amérique latine, vous avez tant de romans mythologiques, les passionnants, comme ça, et nous, les Suisses, un peu moins. Sabato qui dit, écoutez, jeune homme, au moment où Guillaume Tell a raté son fils, vous avez perdu la dernière chance d'avoir une tragédie nationale. Donc, moi, j'essaie d'aborder, je répète, c'est pas pour rien que je me revendique marxiste, Groucho Marx, bien évidemment. Et cet esprit peut-être qui est plus proche de l'Europe centrale que l'Europe du Sud. Cet mélange, yougoslave, ça veut dire les Slaves du Sud, ce mélange ô combien coloré et folklorique et loufoque je dis toujours dans mes livres, il y a Nasreddin Hoxha et il y a Don Quichotte qui se croisent comme ça, deux célèbres chevaliers comme ça. Il y a cette volonté de raconter l'histoire drôle, de vécu, de dédramatiser, de tout ça. Quoi. La première chose que j'ai attendue sur le Covid, qui venait de Bosnie, c'était, à peine on commençait à parler, c'est l'homme qui dit à sa femme, Covid en Bosnie, il dit, chérie, on va dire à tout le monde qu'on est allé à Venise, et comme ça, comme c'est là-bas, voilà. Donc ça me sauve, c'est ma capacité, c'est ma façon de vivre dans tous les jours, dans l'amitié, peut-être dans l'amour, dans le travail, ces petites graines
que j'ai hérité peut-être de grands conteurs bosniaques, de grands humoristes comme ça. Et je me suis dit toujours, comme j'ai maigri, pour devenir Raymond Devos Junior, je suis un peu trop maigre. On va prendre peut-être une question. Bonjour Yaya, bonjour Vélibor. Une question de Loïc. Un retour idéal au pays natal peut-il être la fin d'un exil, car tout a changé et tous ont changé. Retour très compliqué pour moi. Hélas, comme je disais tout à l'heure, la situation en Bosnie est catastrophique. Pour simplifier, je dis toujours, vous voyez comment la Suisse est compliquée, la démocratie suisse. Nous, pareil, sauf qu'on est pauvres. On a l'Europe, tout le monde, l'Amérique, tous les puissants du monde. On a laissé ce sorte de statu quo. La signature à Dayton en 1995, donc c'est déjà 26 ans, où personne n'a vraiment gagné la guerre. Les Serbes de Bosnie n'ont pas vraiment gagné la guerre et les Bosniens n'ont pas vraiment perdu la guerre. Donc ça perdure comme ça. Et ça ouvre les portes. Et ça ouvre les portes à tous les magouilles possibles. Donc la Bosnie que j'aime, la Bosnie qu'on a adorée, elle a s'est détruite, assassinée, massacrée dans le monde entier. Il y a des vagues souvenirs, il y a quelques immeubles, il y a quelques gens, mais 30 ans après l'exil, et je pèse mes mots, tout ce que j'aime se trouve maintenant en France. Je reste bosnien, je n'oublierai jamais mes racines, mais je perds que j'ai donc 57 ans, que c'est un peu perdu pour notre génération. Pourquoi? C'est un autre débat peut-être. Une autre fois on parlera. Merci. Il n'y a pas d'autres questions, donc c'est ainsi que nous allons clôturer ce grand entretien. Retenir peut-être de cet entretien avec toi, de ce que l'exil est une épreuve incommensurable et qu'il y a toujours cette espérance de la verticalité pour renaître au monde. Oui, j'espère que j'ajoute quelques miettes littéraires, minuscules peut-être, de l'espoir dans l'exil. C'est la renaissance, c'est le combat. On n'a pas droit et on ne peut pas techniquement perdre tout le temps. Et toujours essayer de mesurer et remplacer ces deux choses qui restent à jamais, un à côté de l'autre. Donc l'exil, certes, c'est perdre la patrie, mais l'exil, c'est aussi retrouver le pays. J'ai perdu la langue maternelle, j'ai retrouvé la langue française, j'ai perdu Sarajevo, j'ai retrouvé Laval, Paris, Marseille et Strasbourg. Et équilibrer et éviter les pots de bananes qui sont toujours sur notre chemin. Voilà. Merci Vélibor. Merci à vous. Merci. Et à bientôt. Bisous.